Bonsoir, je suis Gladys Riffard de Je défends mon enfant et ce soir, je vais interviewer la famille Amaury. Laurie est là avec sa maman. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Ben, écoutez, je suis ravie que vous me fassiez confiance et que vous souhaitiez témoigner de votre situation, de votre histoire avec moi. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voilà, moi c'est une histoire qui date de 6 ans déjà, hein, si je ne me trompe. Je vous ai découvert là juste pendant les fêtes de Noël et ça m'a vraiment pris les tripes et voilà, c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous parce il était pour moi important de vous donner de la parole, de vous donner de la visibilité. Donc je vous laisse vous présenter. Donc Laurie de Farid Amaury. Voilà, je suis le fils aîné de Farid Amaury, je m'appelle Laurie et je suis cuisinier à domicile en ce moment. Voilà, depuis quelques temps maintenant, je fais tout ce que je peux pour dénoncer l'injustice que vit mon père, qui est aujourd'hui en prison depuis 1 an et 3 mois exactement, et qui est en prison à cause d'une longue affaire après avoir sorti ses enfants du foyer. Il a sorti ses enfants du foyer avec courage, il les a fait sortir avec la force, il a réussi au bout de 1 an et demi de combat. Mais ensuite, il a subi un harcèlement de la part de la justice qui l'a conduit maintenant en prison. Et c'est pour ça que je fais cette Alors quand on parle de foyer, on est d'accord, hein, il s'agissait de placement abusif au sein de l'aide sociale à l'enfance. Hein. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Vous avez connu du placement abusif à cause de l'école à la maison? Oui, nous avons décidé mes parents ont décidé de mettre les Shannon, Kevin, Jordi et Ryan à l'école à la maison puisque l'éducation ne convenait vraiment pas du tout à l'école, ils se faisaient harceler par les autres, mais surtout l'éducation, les rythmes scolaires et puis l'éducation par rapport aux professeurs ne convenaient pas. Ils étaient très mal, ils pourront vous le dire. Et du coup, on savait pas quoi faire, et c'est là où tu peux me dire comment ça s'est passé. T'avais vu une assistante sociale qui t'avait proposé l'école à la maison, ce serait la chose. Oui, la psychologue scolaire, donc qui à un moment donné nous a convoqués parce que les enfants, le plus petit ne suivait pas les rythmes. Et donc, elle nous connaissait déjà, elle savait que nous, on n'est pas pour ça, on est plus pour laisser les enfants progresser à leur rythme en fait. Et cette psychologue scolaire, justement, à force de venir et de prendre des rendez-vous avec elle, parce que l'école nous envoyait à chaque fois, elle nous a dit à un moment donné, mais pourquoi est-ce que vous faites pas l'école à la maison? Et nous, on connaissait pas du tout ça. Donc, on s'est dit, c'est quoi tout ça? Et puis après, on s'est renseigné qu'il y avait l'IEF, il y avait pas mal d'associations qui étaient là pour nous soutenir, quoi. Et donc on s'y est mis, on s'est renseigné et on a pris une décision directe du jour au lendemain suite à ça, de retirer les enfants de l'école et donc de faire ce mode d'instruction, quoi. Et c'était selon notre propre choix, puisque moi j'ai décidé de continuer l'école, c'était mon choix, j'avais le droit, et on avait chacun le droit de faire selon... On était informés de pourquoi c'était mieux ou pourquoi c'était différent d'être à l'école ou pas à l'école. Et c'était à nous-mêmes de faire le choix. Parce que vous êtes une famille de combien d'enfants, Madame Amaury? Il y a 5 enfants, donc 5 garçons. D'accord. Et ça, c'était en quelle année alors que vous avez décidé de faire l'école à la maison? C'est en 2015, je crois. Non, 2016. Ouais. C'est en 2016. Le temps qu'on prenne notre décision, oui, c'était à fin d'année 2015, je me rappelle. C'était au moment des fêtes de Noël, justement. Et c'est là qu'on a décidé, on s'est dit, après les fêtes, ils retourneront pas à l'école. Il y a un autre. D'accord, ok. Et vous disiez que votre papa avait pu récupérer ses enfants avec force et courage, hein, certainement, parce que je sais comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer justement quel a été ce conflit, cette difficulté à pouvoir récupérer vos enfants?
Oui, bien sûr. Eh ben, ça a commencé, on a fait comme tout le monde. On s'est défendu avec la justice, on s'est défendu avec les avocats. On a fait appel à la décision, puisque la décision de base n'était pas. Il y a eu un vice de procédure, puisque nous n'avons pas du tout été convoqués au tribunal lorsque la décision a été prise de placer nos enfants. Nous n'avons pas été convoqués. Ça a été même avoué par le juge quand on a fait appel à la décision là, dans la chambre d'appel, c'était très clair, ils ont dit oui, c'est vrai, mais ils ont quand même malgré tout. Ils ont reconnu que il y avait bien un vice de procédure, mais malgré tout, ils maintenaient leur décision, malgré cela. On a commencé comme ça. Et on a porté plainte contre la juge parce qu'elle avait aucune raison en fait de placer, aucune raison de placer les enfants. On n'avait rien fait de mal, il n'y avait pas de violence, il y avait rien de tout ça. Pourtant, elle a quand même décidé de placer nos enfants. Alors on a porté plainte. Bon, ça n'a pas eu de succès non plus. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, on a porté plainte au procureur. On a demandé au maire de lui faire lui-même une lettre, puisqu'on l'avait expliqué au maire de la ville où les enfants étaient placés, Golbet, c'est-à-dire. On lui avait demandé de faire une lettre au procureur. Il a été très touché par l'affaire pour lui demander des explications sur le pourquoi les enfants ont été placés. On lui l'a jamais eu. Et une petite question, Laurie. Les enfants avaient quel âge à l'époque, les enfants qui étaient vos frères et sœurs qui étaient placés? Alors, Ryan, il avait 16 ans, c'est ça? 15 ans, 16 ans? Il n'avait pas tout à fait 16 ans, puisqu'il ne pouvait pas être placé à 16 ans. Il avait presque 16 ans, il avait 15 ans et demi. Ouais, le plus grand avait 15 ans et demi. Toi, tu avais 12 ans. 12 ans. Et Kevin, il avait 7 ans et demi. Ah oui, ils avaient quand même droit à la parole à cet âge-là. Et vous les voyez comment alors? Et bah, au début, il n'y avait pas le droit de visite, ni même d'appel. C'est seulement au bout de combien de temps? 2-3 mois qu'ils ont... Au bout de 3 mois seulement, on a pu les voir. Ils nous ont carrément mis hors de vue pendant 3 mois. Alors que nous avaient jamais nos enfants ne sont restés sans nous. Ils ont tout le temps, ils n'ont jamais été à la garderie, ils ont toujours été avec nous et d'un coup, comme ça, pendant 3 mois sans nous voir. Et ils ont été séparés ou ils étaient ensemble? Heureusement, ils étaient ensemble. D'accord, ok. Du coup, on va peut-être leur donner la parole, qui nous racontent un petit peu eux comment ils l'ont vécu, comment ça s'est passé. Bonsoir à tous, je suis Jordi. Bonsoir. Pour commencer, c'était très très choquant au début parce que à ce moment-là, en fait, nos parents ils étaient partis faire les courses comme si ils étaient partis. En tout cas, ils n'étaient pas là ce jour-là. Et la police, pile où ils sont partis, sont entrés de force dans la maison. Alors à ce moment-là, c'était très surprenant pour moi, Kevin et Ryan. Du coup, moi et Ryan, tout du moins, on était là à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, on était tranquillement en train de jouer sur l'ordinateur. Et là, d'un coup, on voit dehors plein de policiers qui débarquent, qui s'infiltrent dans la maison et qui nous prennent par la main pour nous emmener dans une voiture pour nous emmener directement au foyer de l'enfance de la famille à Golbet, du coup. Et du coup, une fois entrés dans le foyer, on nous a installés dans une salle avec plusieurs éducatrices et éducateurs pour nous dire qu'un juge, comme ça, du jour au lendemain, je ressortais d'une partie de jeu vidéo, moi, je ne comprenais rien, qu'on va être placé 6 mois. Donc, vous retrouvez trois enfants, trois ados et puis un jeune, avec des personnes en uniforme qui rentrent chez vous de force et qui vous embarquent alors que vous n'étiez pas prévenu, il y avait d'une décision au préalable. Vous avez dû les suivre de force, sans consentement, sans savoir où. C'est ça. Ils nous l'ont dit gentiment, bien sûr, mais voilà, c'est un consentement direct. Oui, faut venir. C'est intimidant, hein. Ça, c'est sûr que même si, voilà, on se retrouve avec en plus ils étaient nombreux, c'est hallucinant. C'est hallucinant d'entendre des choses pareilles. Ils étaient armés, tout ça, bref, il y avait tout pour faire peur, quoi. Et du coup, la suite, au début, ça se passait plutôt bien avec les éducatrices.
En fait, au début, ils s'occupaient bien de nous. Ils étaient patientes, tout allait bien. Mais bien sûr, il y avait, enfin, comme de classique, je suppose, dans les foyers, il y avait des enfants plus turbulents que d'autres, mais ça posait pas plus de problèmes que ça au départ. Mais du coup, alors souvent, je demandais aux éducatrices quand est-ce que je pouvais voir mes parents. Ils disaient toujours qu'ils savaient pas, en fait. Ils étaient pas ils étaient au courant de rien. Ils disaient toujours que c'était le juge qui sait. Et parfois, ils avouaient même qu'ils ne comprennent pas la décision. La plupart du temps, ils ne comprennent pas la décision des juges. Ils obéissent, c'est tout. Voilà. Et du coup, les 2 premiers mois, ça allait, c'était calme. Mais après, nous, on savait toujours rien. Du coup, après, on a commencé à se rebeller, tout ça. Mais vu qu'on n'était pas les seuls enfants malheureux, en fait, les autres enfants, ils me suivaient dans mes conneries. Ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige, voilà. Et ça fait que tout le monde, du coup, c'était la fête au foyer, c'était la fête. Les enfants criaient à table, ils montaient sur les tables, ils faisaient des blagues, ils insultaient les éducatrices, c'était le bordel absolu. Moi, enfin. Ils n'arrivaient plus à gérer la situation. Et du coup, au résultat de ça, certaines éducatrices ont été remplacées par des nouveaux, qui eux étaient plus autoritaires. Clairement, eux, ça passait moins. Donc, Oui, parce que, excuse-moi, j'ai envie de te couper la parole, mais parce que alors du coup après, même s'ils t'ont dit c'est le juge, on comprend pas, vous étiez séparés de vos parents. Alors, ah oui, je voulais préciser ça, oui, parce que l'excuse, c'était qu'on était déscolarisés, en gros. Mais bien évidemment, parce qu'il faut un mais, là-bas, en fait, au foyer, on n'était pas scolarisés non plus. Voilà. L'excuse officielle, on n'était pas scolarisés. Mais vous faisiez quoi toute la journée alors, puisque vous n'aviez pas école? Alors, la journée était constituée de ne rien faire du tout et s'ennuyer. Voilà, c'était tout. Oui, parce que les autres enfants du foyer, ils allaient à l'école. Encore une fois, quand on parle de protection de l'enfance, on se rend compte que c'est à l'opposé. Alors autant on peut enlever les enfants aux parents parce qu'on estime qu'ils n'apportent pas la sécurité et l'éducation nécessaire, mais quand on voit ce qui se passe au sein de la protection de l'enfance, c'est pour ça que votre témoignage est vraiment important et que vous avez franchement tout mon soutien, parce que il y a des fausses croyances et des préjugés sur les placements des enfants. On se dit que s'ils sont placés, c'est qu'il y a une bonne raison, mais quand on voit qu'on peut placer des enfants parce que ils font l'école à la maison, ou alors comme pour Sandrine Boll, elle aime trop sa fille, enfin il y a vraiment des raisons que le citoyen doit savoir, parce que c'est pas du tout ce qu'on... Oui. La juge, dans ses ordonnances aussi, elle a marqué les enfants sont trop fusionnels avec leurs parents et ils ont trop de loyauté envers leurs parents. Voilà la raison aussi pour laquelle... Merci beaucoup, Jordi, de ta parole, d'avoir témoigné en tout cas. Bravo. C'est un plaisir. Moi, je vais témoigner, ce qui s'est passé au foyer, moi. Vas-y, écoute, explique-nous. Hein. Genre, au foyer, moi, ce qui me dérangeait le plus au foyer, c'est le fait que je pouvais pas voir mon père. Et ça me faisait du mal de pas pouvoir voir mon père. Ouais, parce qu'on est une famille très fusionnelle, hein, donc ils nous suivaient partout, hein, partout où on allait, en voiture, au magasin. Jamais ils nous lâchaient en fait. Quoi. D'ailleurs, le jour où ils sont venus pour kidnapper les grands, Kevin, il était avec nous en course à ce moment-là, et les flics ils nous ont appelés pour nous dire de revenir. Et c'est là que dès qu'on est arrivé à la maison, ils ont pris direct Kevin dans la voiture. Quoi. Ça a été quelque chose de terrible pour lui parce qu'il était très très fusionnel avec nous en fait. Bah écoute, tu es vraiment très très courageux de le dire, parce que y a plein d'enfants qui vivent ça, et en effet c'est traumatisant déjà en tant que parent, mais c'est vraiment un préjudice qui laisse des traces aux enfants, cette séparation brutale que tu as vécu. Alors bravo de le dénoncer, parce que ça va, je pense que ça donnera la force à d'autres enfants comme toi de parler, parce que on est dans un système où
on oblige, on intimide et on menace pour faire taire, mais je pense que ton courage va donner la force à d'autres enfants. Bravo. Hein. Et si j'étais courageuse, c'est pas non plus pour rien, c'est parce que j'étais pure aussi en même temps. J'étais pure, et eux, les éducateurs, ils n'arrivaient pas à détruire ma pureté, c'est pour ça qu'ils voulaient me détruire. C'est très beau ce que tu dis. Oui, c'est vrai. L'amour et l'innocence et comme tu dis, la pureté des enfants, c'est une grande force et bravo d'avoir gardé cette foi et cette croyance. Et c'est vrai ce qu'il dit, parce que c'est par rapport au fait que les éduques, ils essayaient tout le temps de monter nos enfants contre nous, en fait. En trouvant des excuses, disant, vous voyez au téléphone, ton père, il dit du mal de nous, donc c'est à cause de lui que maintenant t'as plus d'appel téléphonique. C'est à cause de lui que tu peux plus nous voir, que t'as plus de visite. Donc ils essayaient de monter leur père contre eux, quoi. Et du coup, ça n'a pas marché. Kevin, à chaque fois, il disait... Oui, mais c'est vrai oui, il y a de la manipulation et du lavage de cerveau qui font sur les enfants. Oui, c'est affreux. Hein. Surtout mon père, ce qu'il voulait dénoncer, simplement, c'est parce que les enfants, parce que les éducateurs, ils privaient les enfants d'aller voir leur père. Et pour ça, mon papa, c'était pas juste de voir que les enfants, ils allaient, qu'on privait les enfants d'aller voir leur père. Alors, il s'est dit d'aller dénoncer tout ça. Mais ça, exactement, parce que quand on parle de placement abusif, déjà que ça s'est fait sans contradictoire, puisque vous n'avez pas pu être prévenu, et c'est surtout d'enlever les enfants, alors qu'il y a tout un environnement familial, il y a des familles de l'entourage qui peuvent aussi être présents. Pourquoi les placer comme ça, comme si vous étiez des grands criminels? Ça c'est vraiment ce qu'on dénonce aujourd'hui, parce que c'est un grand trafic d'enfants, quoi. Aussi, c'est qu'en fait, ils voulaient faire les éducateurs aussi en même temps. Ils voulaient, Jordi et Ryan, ils voulaient les faire partir. Ça veut dire, ils voulaient les faire sortir du foyer, et moi, me laisser au foyer. Tout seul. Ouais, tout seul, et aussi m'handicaper à vie. Oui, sans protection de tes frères. Bah oui. Et aussi massacrer mes yeux, tout le bordel. Qu'est-ce qu'il voulait faire, en fait, au foyer? Il dit ça parce qu'il avait des problèmes de strabisme aux yeux et il était très mal guéri avec ça. Enfin, ils ont pas fait grand chose pour le guérir. C'est pour ça qu'il parle. Ils ont voulu détruire ses yeux. C'est sa manière de le dire. C'est surtout aussi que moi, pour moi, ça me faisait du mal de ne pas pouvoir voir mon père, quand même. Ouais, aussi. Et moi, ça, je voulais le dire. C'est pas juste. Ouais, mais ça a l'air encore de t'affecter encore aujourd'hui, parce que comme tu en parles, on dirait que c'était hier, hein, cette séparation. Au courage de Farid oui, parce qu'il faut expliquer aux gens aussi comment les enfants sont rentrés à la maison réussi. Ouais. Aussi, est-ce que tu peux nous l'expliquer, Laurie, parce que ça c'est un truc de dingue. Eh ben, j'allais y venir. Pendant que les enfants se battaient au foyer pour pouvoir sortir et fuguer pour pouvoir nous voir, Farid et Pascal, enfin mes parents, eux ne faisaient pas rien non plus. Hein. On est allé directement. Moi je suis venu quand je travaillais pas, je suis venu aussi plusieurs fois devant l'enceinte du foyer pour réclamer de voir mes frères et vos enfants. On réclamait, on exigeait même, et en fait on faisait pression sur le personnel, parce que le personnel il voulait dire c'est pas nous qui décidons, c'est les juges, on peut rien faire. Ils disent ça, mais finalement c'est eux qui écrivent dans les dossiers qui conseillent aux juges s'il faut rendre les enfants ou non. En fait c'est tout le temps eux qui décident. Le juge lui il fait que lire ce qu'on lui dit et après il décide par rapport à ce qu'on lui lit. Et c'est sur on a compris ça en fait. Mon père il avait compris que c'était les travailleurs sociaux sur lesquels il faut faire pression, et c'est eux qui avaient tout pouvoir finalement. Et alors tous les jours, enfin presque tous les jours, on venait au foyer et on exigeait de voir les enfants, et eux ils en avaient marre, mais ils pouvaient rien faire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est conseiller dans les dossiers. Au début, ils nous ont dit, ils ont même dit père violent, des choses comme ça. Alors que le père, il voulait simplement voir ses enfants. Il n'était pas violent. Il criait pour voir ses enfants et il les voyait. Parce qu'il est autoritaire, en fait. Oui, parce que il a de la dignité surtout, on va dire. Sa voix, quoi, par rapport à sa voix qu'il criait, voilà.
Oui, mais ça. Et du coup, en faisant ça, de la manière là, on a eu quelques éducateurs qui ont dû démissionner parce qu'ils en avaient vraiment marre, et d'autres éducateurs qui sont venus, comme a dit Jordi tout à l'heure. Ça faisait bouger beaucoup de choses. Et en même temps, à un moment donné, tellement que ça faisait, c'était en ébullition, on va dire, le directeur de l'ASE lui-même, Stéphane Martin, c'est lui qui est venu pour calmer le jeu, pour dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous manifestez tous les jours devant l'enceinte, ça sert à rien, c'est le juge qui décide. Il disait, Farid, il a expliqué sa situation, et il a dit que tant qu'il n'aura pas ses enfants et tant qu'il pourra pas les voir tous les jours, ses enfants, il va continuer à manifester, c'est ses enfants, il doit se battre pour eux. Stéphane Martin apparemment avait très bien compris la situation, et il a dit, vous savez, monsieur Amoury, je suis le directeur de l'ASE, et si vous voulez, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de pouvoir par rapport à ma situation. Je peux parler au juge, je peux très bien parler au juge et lui dire, si vous voulez, dès demain, je peux dire de libérer les enfants. Mais vous devez être compréhensif, vous devez faire les choses selon la loi, vous devez coopérer, et vous ne devez pas faire du bazar devant l'établissement, parce que c'est mon établissement. Et moi, il suffit simplement que vous soyez en réglo, et je ferai tout pour que vos enfants vous reviennent. Il disait ça comme ça. Mon père, il a été tout de suite, il a rien dit. Il s'est dit, bah, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Il s'est dit, peut-être que cette personne peut nous aider. Alors, à ce moment-là, il s'est dit, ok, il a bien discuté avec lui. Et il s'est dit, c'est peut-être une solution. Et on a dit, on reviendra demain et on viendra revoir nos enfants. Parce que maintenant, il n'est plus question d'être séparés d'eux, et on était déterminés, et on venait tous les jours pour voir les enfants, quoi. Et c'est ça que le directeur, par contre, il disait, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, continuer à faire ça. C'est moi qui décide, vous pouvez pas faire ça, sinon j'appelle la gendarmerie. C'est pas possible, quoi. Il était pas content. Et il essayait toujours de manipuler dans le sens où que s'il obéissait à sa façon de voir les choses, c'est-à-dire de obéir et de laisser couler pour que lui il puisse faire le reste, ça allait aller mieux. Mais ça allait pas mieux vu que plusieurs mois plus tard il se passait rien. S'il avait du pouvoir, autant de pouvoir que ça serait déjà fait. À moins que cette fois qu'il était pas bien intentionné. Et Jordi, par contre, comme il avait dit dans une précédente vidéo, avec les nouveaux éducateurs qui étaient là, il y avait certains éducateurs qui étaient tendancieux, on va dire. Ils touchaient Jordi, ils touchaient les autres élèves, les autres enfants. Et les autres enfants avaient beaucoup peur de lui, extrêmement peur de lui aussi. Et une fois que Jordi l'avait fugué, il avait déjà expliqué, une fois que Jordi avait fugué de l'établissement pour nous rejoindre, il s'était fait attraper par un autre éducateur. Et cet éducateur-là, que nous ne souvenons plus le nom d'ailleurs. Ouais, non, c'est pas l'éducateur, ça. Il l'a eu en face de lui, et alors qu'il s'attendait à se prendre à savon, pas du tout. Il était pas du tout méchant avec lui, et il était même très doux. Il lui parlait avec douceur, seul dans une pièce, et il lui touchait les cheveux, il lui touchait les épaules, comme ça. Jordi était paralysé, il savait pas quoi faire, surtout qu'il était en situation de faiblesse, puisque culpabilité, quoi. Oui, parce qu'il lui s'est dit qu'il avait fait quelque chose de mal vu qu'il venait de fuguer. Alors il pouvait pas bouger. Et à ce moment-là, il était pétrifié, il savait pas quoi faire. Heureusement, il y avait une autre éducatrice qui était rentrée dans la pièce et ça s'est arrêté. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose de malsain dans tout cet environnement-là. Et avec tout ça, en plus de ça, notre père qui avait vu, tu t'avais déjà dit une fois, qui a déjà été témoin du regard d'un prêtre qui a été condamné à la pédophilie, a pu voir dans le regard quelque chose qui allait pas. Et ce même regard, il l'avait vu chez monsieur Stéphane Martin. Et ses paroles aussi. Et en se souvenant de ça, il s'est dit, c'est grave, mes enfants, je les vois pas, je sais pas ce qui leur arrive, je sais où ils sont, mais je sais pas avec qui ils sont, je sais pas ce qu'ils font tous les jours, et je sais que quand un enfant est victime de par exemple pédophilie, il n'en parle pas parce qu'il est traumatisé. Alors je dois faire quelque chose. Et lors d'un appel médiatisé qu'il y avait à ce moment-là, il appelle ses fils, il est en communication avec ses fils, et il demande simplement, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un éducateur ou une éducatrice soit tactile avec vous ou soit bizarre ou vous touche les endroits qu'il faut pas. Et à ce moment-là, l'éducateur qui médiatisait l'appel, il a dit stop, ne parlez pas de choses comme ça aux enfants, vous êtes en train de les traumatiser. Alors c'est mon père qui traumatisait les enfants, pour
c'était l'éducateur. Si vous continuez et vous continuez sur le terrain là, nous allons couper l'appel. Mon père, il se laisse pas impressionner par ce genre de personnes et il continue à reposer les questions là. Et l'éducateur stoppe l'appel. Donc Jordi n'a pas pu de communiquer cette information qu'il avait entendue, enfin qu'il a vécu, je veux dire. Il n'a pas pu le communiquer à son père. Mais heureusement, il avait un téléphone portable qu'il avait gardé sur lui, qu'on a réussi à lui donner, et il avait donné cette information à Farid par portable. Et c'est là où que Farid, là, il était à bout, il pouvait pas laisser faire ça. Il a monté, c'était quoi à la direction départementale. À la direction départementale, pour voir le directeur, Monsieur Martin, pour lui parler en face, quoi. Et à l'accueil, on lui a dit qu'il n'était pas disponible, on ne pouvait pas le voir. Farid, il a dit j'attendrai ici, et il se rendra disponible parce que j'attendrai ici jusqu'à ce qu'il vienne. Quelques minutes plus tard, il arrive, le directeur là arrive, et il dit qu'est-ce qui se passe, Monsieur Amouri? Et là, en le regardant, Farid, il est pris d'une colère. Une colère pour ses fils, il a peur pour ses fils, il a peur pour ce qui peut leur arriver. Et il le hurle. Comme ça, on ne sait pas d'où c'est sorti en fait. Il hurle tout ça, toute cette magouille. C'est pour manger les enfants parce que finalement, on lui prend ses enfants. Toute cette institution est en train de manger ses enfants. Et lui, ce qui est sorti comme ça et ce qu'il ressort de ça émotionnellement, c'est de la pédocriminalité. C'est-à-dire pas c'est du mal aux enfants, on fait du mal aux enfants. Pédocriminalité, c'est ça, c'est pas forcément de la pédophilie. Et il a dit, toutes vos institutions sont pédocriminelles et vous êtes une ordure de soutenir tout ça. Vous qui nous disiez que vous pouviez faire sortir nos enfants, vous n'avez rien fait et vous faites toujours rien. Et tout ça, c'est pédocriminel. Et vous-même, peut-être que vous aussi, vous êtes pédocriminel, je ne sais pas. Et sur la colère, Monsieur Stéphane Martin, il lui répond, il lui dit, mais non, Farid, Monsieur Amouri, je n'ai pas touché à vos enfants. Ça s'arrête comme ça. Ah, le sous-entendu. Voilà, oui. Ça s'arrête là. Sous la pression, sous la peur, il a dit ça, quoi, en fait. Ça s'arrête là sur le moment. Où on est parti. Les policiers sont venus parce qu'il y a des gens qui se ont appelé la police vu que mon père s'énervait. Les policiers ont suggéré à Monsieur Martin de porter plainte, ce qu'il a fait dans un premier temps. Mais ensuite, il a retiré sa plainte. On ne sait pas pourquoi. Sans doute parce qu'il avait peur de l'enquête. Quoi. Voilà, on ne sait pas en fait. Peut-être que c'est pour ça. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que c'était quoi, 1 semaine, 2 semaines plus tard, ouais. Le magistrat qui s'occupait, le juge qui avait placé les enfants, cède son dossier, notre dossier, à un autre magistrat. Et ce magistrat-là nous rend les enfants directement, nous dit c'est bon. Sans condition. Sans aucune condition, les enfants sont rendus. C'est hallucinant. Ouais, votre histoire, quand vous m'avez dit ça, c'est pour ça que je voulais en parler, pour donner l'exemple à d'autres parents, parce qu'il a été d'une force et d'un courage. Franchement, je ne connais pas Farid, mais il a tout mon mérite parce que voilà, il s'est pas laissé intimider, menacer. Il a trouvé les capacités de montrer l'écran, hein, comme un animal pour sauver ses enfants. Et c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Je ne connais pas de parents qui aujourd'hui qui ont récupéré leurs enfants qui sont placés. La plupart du temps, quand ils les récupèrent, c'est la majorité quand ils n'ont plus de contact avec leurs enfants, que ces enfants sont drogués, SDF et tout ce qu'on s'ensuit. Donc franchement, félicitations et ça redonne espoir. Et puis j'espère que ça encouragera d'autres parents à ne pas se laisser faire, parce que je suis persuadée que c'est en parlant, en dénonçant que c'est le seul moyen de récupérer les enfants. Donc suite au retour des enfants à la maison, depuis quand justement Farid a été persécuté par la justice? Et ben juste après ça, en fait, il a reçu une nouvelle convocation en jugement de la cour d'appel. C'est ça qui était bizarre d'ailleurs. Une cour d'appel, ça datait du jour où les enfants ont été placés au foyer, c'est-à-dire 1 an et demi avant ça, parce qu'ils étaient placés pendant 1 an et demi. Il y a eu un nouveau dossier, un nouveau jugement qui est tombé, parce que le lendemain que les enfants ont été placés, Farid est monté directement à l'ASE, au centre social de l'ASE, et il s'était énervé, il avait parlé à l'assistance sociale pour demander, il voulait absolument savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi ces enfants ont été placés,
Et il voulait absolument, il exigeait d'avoir un appel avec la juge. Il savait pas que c'était possible. Il se posait pas la question si c'était possible ou pas. Il voulait un appel avec la juge pour enfants qui avait ordonné le placement. Il voulait un appel et ça s'est passé. Il était tellement en colère, il a frappé personne, il a fait de mal à personne, mais ils ont appelé la gendarmerie. La gendarmerie est venue. Mon père qui voulait absolument des explications, les a empêchés de venir avec une chaise et ça a emmené Farid en garde à vue et puis ensuite en hôpital psychiatrique pour examen. Et ce dossier-là, cette partie de l'affaire qui datait du tout début, c'est-à-dire 1 an et demi avant, est revenu juste après quand les enfants ils ont été revenus à la maison. Et pour ça, il avait déjà pris 4 mois de prison. J'en ai pas parlé dans la vidéo avant parce que c'était un peu long et ça faisait beaucoup, mais ça fait partie des persécutions que je parlais sur Farid. Après ça, il a pris 4 mois de prison à cause de cet événement-là qui s'est passé 1 an et demi avant. Et c'est ça que j'ai pas compris d'ailleurs, c'est en cour d'appel. C'est à la cour d'appel qui ont déclaré, qui ont donné la prison à Farid. Et ça, c'est bizarre, non? Parce que je crois que c'est un jugement normal qu'on fait ça, je pense. Il y a toujours une décision en première instance et ensuite, quand on fait un recours, si on n'est pas d'accord sur la décision, on va en cour d'appel. Donc, c'est-à-dire que c'est une deuxième décision qui a été prise. Et donc là, au retour des enfants à domicile, il y a eu un arrêt rendu par la cour d'appel qui a condamné Farid à 4 mois pour avoir tenu tête aux forces de l'ordre. C'est ça, hein? C'est ça, oui. C'est ça. Et aussi à l'assistante sociale. Pourtant, l'assistante sociale n'a pas porté plainte parce qu'elle avait compris, je suppose qu'elle a compris la douleur de Farid et elle n'a pas porté plainte. Mais malgré tout, il a été condamné quand même. Les 2 policiers, eux, ont porté plainte alors qu'il faisait il a défendu avec une chaise, il voulait pas qu'on l'approche et avec une chaise, il s'est défendu. C'est ça qu'il a fait. Et pour ça, ils ont porté plainte, les policiers. Et pour ça, il a fait, du coup, jugement correctionnel. Il a fait 4 mois de prison juste après ça, juste après que ses enfants sont sortis. Il avait déjà fait 4 mois de prison, du coup. C'était la première fois. 4 mois de prison ferme? Ferme, c'est ça que tu dis, Laurie? Il est allé en prison. C'était pas de la prison ferme, c'était de la prison avec sursis. Mais Farid refusait il refusait de faire les, c'est-à-dire qu'on lui demandait d'aller. Les obligations qu'on lui demandait pour le sursis, quoi. Donc oui, le contrôle judiciaire. Voilà. Il n'a pas accepté de faire ces obligations-là et du coup, ils ont mis ça en ferme. Oui, il voulait qu'il aille toutes les semaines voir un psychologue pour voir son état de santé toutes les semaines, des choses comme ça, des choses assez humiliantes. Et surtout que Farid, lui, il savait très bien qu'il avait rien fait de mal. Sa conscience lui disait il était en droit d'avoir fait ce qu'il avait fait. Il avait en aucun cas à faire ce genre de choses. C'est ce qu'il a répondu du coup au juge la première fois. Et la première fois, parce que lui, comme vous dites, si c'était à la cour d'appel, il y a eu un premier jugement. Il était là et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas eu de nouvelles. Il n'avait pas de prison en fait. C'est ensuite à la cour d'appel, quand c'est passé à la cour d'appel, qu'il a eu de la prison. Et il n'était pas présent ça au procès de la cour d'appel. Après ces 4 mois-là, du coup, il est sorti de prison et le cauchemar recommence. Cette fois-ci, on prend Kevin l'avant-dernier et Shannon que vous aviez vu tout à l'heure, qui était à peine né pendant que ses frères étaient au foyer. À 6h du matin. À 6h du matin, cette fois, ils étaient une vingtaine de flics en fourgon. Là, on n'avait jamais vu ça. Ils sont venus, ils ont cassé la porte, ils sont venus, ils ont renversé tout dans la maison. On a des chats, ils ont renversé les chats. C'était horrible. C'était une situation horrible. C'était vraiment, c'était un cauchemar. À 6h du matin, ils étaient 20. Après, ils sautent sur Farid. Et d'après ce que tu m'as dit, ils l'étranglent, c'est ça? Ouais. Ils l'étranglent. Parce qu'ils se débattaient, c'est pas? C'est parce qu'ils se débattaient qu'ils l'étranglaient. Ouais. Parce qu'en fait, Shannon, il dort dans notre chambre. Et mon réflexe premier, dès que les flics sont arrivés dans la maison, c'est de prendre Shannon dans mes bras pour le protéger, quoi. Et ils ont essayé de discuter avec Farid entre-temps en disant est-ce que vous êtes d'accord pour que vos fils Shannon et Kevin voient un docteur? On dit mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Pourquoi ils nous disent ça? Et on a dit non. Pourquoi ils verraient un docteur? Et il dit donc du coup on va devoir vous les prendre de force. Vous les emmener chez le docteur, quoi, chez un docteur. Et moi, donc j'ai vu qu'il voulait prendre Shannon, j'ai donné Shannon à Kevin, à Farid. J'ai donné Shannon à mon mari qui était à côté, quoi, pour qu'il les en empêche, quoi. Et c'est là qu'il étrangle. Et eux, ils sont arrivés à 10, ils ont pris Shannon,
Et après, c'est là qu'ils ont voulu étrangler mon mari. Parce que Farid, quand ils l'ont pris dans ses bras, il leur a donné un coup de poing, quoi. Pour les en empêcher. Donc, Et Shannon avait 2 ans et demi. Il a été le petit qui a été pris au foyer. Il avait 2 ans et demi et quand il a été arraché au bras de ses parents c'est pour ça ils sont venus à 20 pour nous dire de faire un examen médical. Pourquoi on vient à 20 policiers pour faire ça à 6h du matin? C'est extrêmement bizarre, vraiment. Et aussi, pourquoi on étrangle un père de famille quand même? Ça, c'est pas juste ça. Parce que ils l'ont étranglé, parce que moi, ils m'ont mis dans la pièce à côté pour pas que je voie ça, quoi. Et j'entendais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ils disaient arrêtez. Enfin, il leur disait arrêtez. Et moi, j'ai crié en même temps. Il dit mais qu'est-ce que vous lui faites? Arrêtez maintenant. Et à force que je crie, ils l'ont lâché quand même, mais il n'arrivait pas à respirer. Hein. Ils y allaient jusqu'au bout. Hein. Et après, ils l'ont emmené dans... C'est horrible. Et ensuite, du coup, on a eu c'était le juge qui avait délibéré de faire ça aussi, d'emmener les enfants à l'hôpital. Et on a eu une lettre du juge comme quoi il y aurait un jugement qui se passerait 2 semaines plus tard, après les événements là. Un jugement pour lequel il délibérerait s'ils devaient être placés également, les 2 enfants là, encore une fois. Là, pour nous, c'était vraiment, c'était de trop. Là. On a réussi à contacter Alice Pazalmar de la chaîne YouTube Pourquoi pas, et qui avait une association avec One Nation qui aidait beaucoup les gens comme nous. On l'avait contactée et elle avait écrit beaucoup de lettres. Elle avait fait écrire à son association beaucoup de lettres aux juges des enfants pour nous aider et pour leur donner notre soutien. Il a fait ça. Et le jour du jugement, du coup, on devait se présenter au tribunal. Il y avait beaucoup de gens qui nous sont soutenus et qui sont venus avec nous au jugement. Il y avait une dizaine de personnes, je crois. Une dizaine de personnes qui nous ont soutenus. Farid, lui, a refusé de rentrer dans le tribunal parce qu'il savait qu'il voulait pas obéir au juge. Il a simplement exigé devant le tribunal, il a exigé: je ne veux pas assister au jugement, je veux qu'on me rende mes enfants maintenant. Sinon, je vais plus pouvoir résister. Il a juste dit ça. Le jugement ça se passait pendant 1 heure, quelque chose comme ça, 1 heure, 2 heures. Ce qui se passe directement après, on nous rend nos enfants tout de suite. Et sans condition, encore une fois. Les femmes d'hôpital, les infirmières sont venues nous rendre nos enfants et nous dire c'est bon, vous avez vos enfants. Tout ça pour ça. Et donc la procédure s'est arrêtée comme ça. À un moment donné, alors que Farid il était chez lui, il faisait de la mécanique, il réparait le moteur de sa voiture devant chez nous. Moi j'étais parti au travail. Ma mère m'appelle et elle me dit papa il est plus là, il y a le moteur, il y a le capot de la voiture qui est ouvert et il est plus là, on sait pas ce qui se passe, Farid n'est plus là. On ne comprenait pas, du coup moi je viens et je me dis mais c'est quoi cette histoire, et c'est pas lui qui s'est enfui comme ça. Et on se dit peut-être que c'est la gendarmerie, ça doit être ça. On appelle la gendarmerie, ils savent pas, rien, ils nous disent il y a rien, ils savent pas. C'est seulement quelques jours plus tard où la gendarmerie nous rappelle pour nous dire que notre père, lui, c'est bien la gendarmerie qui a pris notre père et l'a emmené en hôpital psychiatrique pour un examen. Comme ça, en le kidnappant, le capot du moteur était toujours ouvert du jour au lendemain. Et du coup, il était à l'hôpital psychiatrique pendant, il nous avait dit quoi, pendant 1 semaine, il devait faire un examen pendant 1 semaine. Alors moi non plus, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça s'arrêtait quand tout ça? Je suis allé à l'hôpital psychiatrique pour exiger qu'il sorte, parce qu'il avait rien à faire là. Il y a rien qui indique qu'il devait aller à l'hôpital psychiatrique. Personne ne dit ça. Ça sortait de nulle part, encore une fois. Et quand j'y suis allé, ils nous ont dit, moi, ils ont essayé de me persuader en disant, votre père, il est comme ci, comme ça. Mais je lui ai dit, mais c'est moi qui connais mon père. Vous allez pas m'apprendre comment il est. Moi, je veux simplement qu'il sorte. Et à ce moment-là, j'étais prêt parce que j'ai réussi à rentrer dans l'hôpital. J'étais prêt à prendre mon père, parce que je pouvais le visiter, pour le remettre dans ma voiture et partir avec lui. Illégalement. Mais mon père, il m'a dit non, vaut mieux que ça soit dans les règles. C'est lui-même qui me dit ça m'a surpris d'ailleurs. Je reste ici, tu verras, ça va bien se passer. Bon, j'ai dit ok, et là je suis parti. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? La gendarmerie me rappelle pour me dire que c'est bon. Farid va revenir à la gendarmerie pour être questionné, alors que c'était censé durer 1 semaine l'examen. Finalement, le lendemain, il revient à la gendarmerie. Alors moi, je viens directement le soir même, l'après-midi même, à la gendarmerie pour voir mon père. Et ils me disent, c'est pas possible de voir votre père. Il doit être questionné pendant 3 jours encore. Auditionné pendant 3 jours.
Et c'est là, moi, c'est pour la première fois, c'est la première fois que je pète un câble et je me dis, mais c'est quoi cette justice? C'est injuste, c'est intolérable de faire ça. Vous kidnappez mon père qui était en train de faire de la mécanique, vous l'envoyez à un hôpital psychiatrique, maintenant il est ici, et vous dites que vous devez l'auditionner pendant 3 jours. Mais ça sort d'où tout ça? Je veux qu'il sorte maintenant, je leur ai dit. Je ne veux pas je ne veux pas attendre 3 jours, je veux qu'il sorte maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre policière, une gendarme, je veux dire, qui sort de la pièce pour venir dans la salle dans la salle d'entrée, et qui me dit ne vous énervez plus, c'est bon, je viens de recevoir un appel du procureur, parce que c'est le procureur qui avait décidé ça, hein, que mon père soit en hôpital psychiatrique. Votre père sera libéré ce soir. Comme ça, d'un coup. Alors c'était 3 jours. Au début, c'était 1 semaine en hôpital psychiatrique. Je viens gueuler. Finalement, il vient de gendarmerie. C'est 3 jours en audition. Je viens gueuler, il sort. C'était n'importe quoi, vraiment. Alors le maire, c'était encore une fois, parce qu'on n'avait pas mis les enfants à l'école. Encore une fois, c'était pour ça. Plein de parce qu'on n'avait pas déclaré. On n'avait pas fait la déclaration suite à tout ce qui est arrivé là. On a décidé, moi et Farid, de ne plus déclarer les enfants à l'inspection académique. Parce que on s'est dit, ils vont recommencer. Là, maintenant, on est tranquille. Ils nous ont rendu 2 fois les enfants sans condition. C'est terminé maintenant, quoi. Donc, on a dit maintenant, une chose qu'on fera jamais plus, c'est de déclarer les enfants, quoi. Et donc, c'est là que le maire, il est venu, pendant que Farid bricolait à la voiture, encore une fois. Et il a dit, si vous déclarez pas vos enfants, bah, ils vont vous les reprendre. Voilà. Et c'est là qu'il a essayé de le provoquer, de le menacer, de le chauffer, quoi, en fait. Et Farid, il a simplement dit partez d'ici ou ça va mal finir. Il a serré les poings, il a dit partez d'ici ou ça va mal finir. Et il continuait à rester, on voyait qu'il voulait l'amener à l'erreur, il voulait l'amener à trouver quelque chose contre lui, quoi. Et c'est là qu'après, le maire, il a porté plainte pour agression, alors qu'il n'y a pas eu d'agression, en fait. Et, sur la route, le policier est désagréable avec Farid et lui demande ses papiers du véhicule et qui lui dit qu'il était en infraction parce que ses pneus étaient lisses. Farid, qui avait oublié ses papiers à la maison, lui dit bah j'ai oublié les papiers à la maison, j'ai 4 heures pour vous les présenter au commissariat. Alors, le policier qui a joué au cow-boy, il a dit ah non, si vous pouvez pas présenter votre identité, c'est refus de présentation d'identité et je vais devoir faire une vérification d'identité au poste. Ça s'est passé comme ça. Il a saisi avec violence Farid, où il y avait Shannon encore dans la voiture, Shannon qui avait maintenant 4 ans, Shannon et Kevin, et il l'a amené au commissariat. On n'avait pas de nouvelles, encore une fois, et on s'est dit, bah, ça va refaire le même coup, ils vont le garder, si on fait rien, ils vont le garder éternellement. Alors, nous sommes tous ensemble montés au commissariat pour exiger de voir notre père, encore une fois. Cette fois-ci, ça s'est pas passé comme les autres fois, ils ont pas dit ok, ils l'ont pas libéré, ils nous ont simplement passé, ils sont allés, il y avait 3 policiers qui sont venus par derrière, et qui nous ont foutus à terre, avec violence par terre, et nous ont rentré au commissariat pour que nous aussi, on aille, les 3 grands frères, moi, Ray et Jordi, on soit en garde à vue. On a été en garde à vue pour ça. D'ailleurs, on est condamnés aussi pour ça. Je ne l'ai pas dit dans les précédentes vidéos. Parce qu'ensuite, nous avons été jugés en comparution immédiate. Mais c'est hallucinant. Mais j'en apprends de plus en plus. Il y a tellement de choses qu'en fait, j'ai pas pu tout dire. Alors attends, excuse-moi, Laurie. Vous avez été jugé en comparution immédiate. Pourquoi? Pour avoir attaqué le commissariat. C'était ça D'ailleurs, il y a eu un article de journal. Il y a des articles de journaux sur nous où ils disaient 2-3 jeunes attaquent le commissariat pour libérer leur père. C'était ça qu'ils avaient dit. Alors que ça n'avait rien à voir avec ça. On voulait simplement des explications. Ils voulaient pas nous ouvrir. Et voilà. Quand on sait qu'en France il y a des fichiers S qui sont libérés et qui circulent et qu'on va on va vous traiter comme des criminels, mais ça fait peur. Hein. C'est quand même hallucinant ce qui se passe. Hein. C'est quelque chose de dingue. Et alors, vous avez étudié en comparution immédiate. C'était donc du civil ou c'est du pénal? Et est-ce que vous avez un avocat commis d'office? Alors là, on n'a pas les dossiers, on n'a pas été représenté par un avocat, donc je ne pourrais pas vous dire là. Mais je pense que c'est du pénal, logiquement, quand c'est quelque chose comme ça. Jusqu'à la prison. Oui, parce que finalement, quand on a été jugé, on a fait, pendant le jugement, on était tous nous 3 jugés en même temps que notre père. Et à ce moment-là, le juge avait dit simplement, il avait commencé à dire qu'il allait être jugé à de la prison et tout ça. Et là, moi, j'avais hurlé à ce moment-là au juge, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous le condamnez encore à la prison? Et à cause de ça, on a tous été retournés en garde à vue et le jugement a été reporté. Pour vous, quoi. Pour tout le monde, papa aussi. Ouais. Et il a été reporté, nous on a été libérés. Farid, non, il n'a pas été libéré. Il était prévenu, il a été en prison en tant que prévenu
pour attendre son jugement. Il n'a pas du tout été libéré, le temps de son jugement, parce qu'il n'est pas condamné, hein, encore une fois. Et c'était une semaine plus tard, je crois, quelque chose comme ça, on vient au tribunal avec un juriste qui voulait bien nous aider et qui avait décidé d'être le conseiller juridique de Farid. Mais celui-ci n'a pas du tout pu défendre Farid au jugement. La présidente du tribunal a décidé que non, il n'avait pas le droit il n'avait pas le droit de défendre Farid. Mais il pouvait pas le voir pour préparer sa défense. Aucun droit, pas du tout de le voir. Et il pouvait pas le parler avec lui. Et il pouvait pas le défendre devant le juge. Impossible, il pouvait rien faire. Il n'avait pas le droit. Mais donc du coup, Farid s'est retrouvé tout seul à être pour se défendre. Oui, tout seul. Et pire que ça, même pas. En fait, je vous explique, c'est encore pire que ça. Il était au tribunal. On était là. Et Farid, qui comprend qu'il peut pas se défendre parce qu'il n'a pas de conseiller juridique. Lors de son jugement, quand le juge s'adresse à lui en lui demandant c'est quoi votre nom, etc., les démarches normales, il lui a dit je ne répondrai pas à vos questions. Magistrat. Je refuse d'être jugé par vous parce que tout ce que vous faites est illégal. Je refuse d'être jugé par vous. Je ne veux que être jugé par mon Dieu. C'est la seule chose que je veux faire. Et je sais et moi maintenant je vous en mets à tous. Faites comme vous voulez. Il a dit ça. Et il s'est tellement énervé quand il a dit ça qu'ils l'ont déplacé et ils l'ont remis en prison ou en garde à vue, je ne sais pas trop. Et il a été jugé sans sa présence. Alors nous, on dit au juge, mais madame, on peut pas juger quelqu'un sans sa présence. Et quand on a dit ça, il continuait sans rien dire. Et on redit, mais madame, on peut pas juger quelqu'un sans sa présence. Elle a dit, si vous continuez, vous serez expulsé vous aussi de la salle. Donc on continue, et il nous expulse aussi de la salle. C'est pour ça qu'on n'a pas pu savoir c'est quoi le jugement. Ça veut dire que depuis 1 an et 3 mois que votre papa est en prison, vous ne connaissez pas la condamnation, la décision qui a été prise ce jour-là? Pas exactement, parce que bien évidemment en prison ils lui lisent son dossier et les condamnations, mais il peut pas les avoir dans ses mains. Il peut pas. On lui lit simplement, on dit vous avez ça, vous faites, puis c'est bon. Et vous pouvez pas les avoir. Alors il y avait bien sûr l'outrage à magistrat. Et il s'en souvient, Farid? Oui, c'est ça. Ce qu'on se souvient, c'est outrage à magistrat concernant les précédents juges du jugement pour le placement des enfants. Le maire qui avait porté plainte. Le gardien de prison à l'époque qui avait porté plainte aussi. Il y avait aussi une affaire de masque qu'il n'avait pas mis au magasin. Il y avait des choses comme ça, des choses bizarres. Et puis circulation avec des pneus lisses, des choses vraiment tordues, ça n'a rien à voir. On va pas en prison pour ça, non. Et depuis là, on n'a pas revu notre père. Oui, parce que je suis pas juriste, mais du fait d'avoir été en prison et d'avoir été jugé, condamné, je sais qu'on ne peut pas faire de cumul de peines normalement. Donc, on peut pas toutes ces peines ajoutées. Au final, il est condamné. Au final, il est condamné à combien de temps, votre papa? Alors, quand on nous a expulsés de la salle, il y a le procureur qui s'est dirigé vers nous à la fin de l'audience pour nous dire voilà, votre père est condamné à 18 mois de prison. Il nous a dit ça. Mais ensuite, quand il était là, dernièrement, quand il est en prison, dès qu'il est arrivé en prison, on lui a redonné une nouvelle condamnation de 6 mois de prison, où il n'a pas pu se défendre du tout, vu qu'il n'était pas là, il était en prison, il ne pouvait pas se défendre. Et encore après, 4 mois de prison de plus pour autre chose, je ne sais même pas c'est quoi, j'en peux plus. Et là, dernièrement, il y a quoi? Il y a 3 semaines, on lui a remis encore 3 mois de plus. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort, vraiment. Oui, parce qu'alors, du coup, on va terminer là-dessus, parce qu'alors déjà que l'histoire est rocambolesque. Moi, ce qui m'avait perturbée quand je vous avais contacté, c'est que j'avais appris que depuis cette incarcération, vous n'avez pas eu droit au parloir, vous n'avez pas pu revoir votre papa. Et en plus de ça, je n'ai pas compris. Vous me dites, ça fait la 4e fois qu'on le change de prison? Oui, 4e fois. Parce qu'on manifeste. Alors j'explique. La première fois qu'il était emprisonné à la prison où on habitait, Épinal, on a bien sûr manifesté jour et nuit. Enfin, c'est passé aussi aux informations. Hein. Je peux vous envoyer les articles de presse. J'ai dormi devant la prison pour pouvoir manifester contre l'arrestation de mon père. Et tellement qu'on a manifesté, ils l'ont changé de prison et ils l'ont mis dans une autre prison. Dans la prison de Saint-Miel qui était à 4 heures de route parce qu'on a déménagé entre temps. Maintenant, c'est 2 heures de route. 1 heure. Et maintenant qu'il est dans une autre prison, quand on a fait la demande de parloir, ils nous ont dit, en tant que directeur de la prison,
Je pense, d'après le dossier que j'ai sur vous, que vous êtes quelqu'un de dangereux, puisque vous aviez manifesté sans aucun droit devant la prison. Donc, je ne peux pas vous accorder de parloir. Il y a eu ça dans la première prison. Dans la deuxième prison, il a fait la grève de la faim pendant 14 jours. C'est pas, à la base, il voulait pas faire la grève de la faim, mais simplement, il faisait super chaud, c'était l'été. Il avait enlevé son t-shirt pour pouvoir vivre dans sa cellule. Et quand on lui apportait le repas, on lui disait, mais remettez votre t-shirt, sinon je vous apporte pas votre repas. Et avec mon père, ça marche jamais comme ça. Il n'y a pas de menace. Donc il a pas mangé pendant 14 jours. Il avait pas mis son t-shirt pendant 14 jours parce qu'il faisait chaud pendant 14 jours. Alors il a pas mangé pendant 14 jours. C'est vraiment une tête dure, hein, votre papa. Hein. Franchement, chapeau, hein, parce que c'est respect. Hein. Parce que franchement, oui, j'imagine les persécutions qu'il a, mais au moins il se respecte lui, parce que c'est complètement honteux. De quel droit ils peuvent empêcher un détenu de manger? Il faut vraiment être passé par la case prison pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis à la prison de Saint-Miel, c'est pareil. Alors que normalement les surveillants sont censés proposer la douche tous les jours au personnel, ou en tout cas 2 fois minimum par semaine. Ça, je pense que vous le savez puisque vous y avez eu droit. Ils lui demandaient jamais, à part un seul. Il y avait qu'un seul surveillant qui lui demandait, qui était plus consciencieux que les autres. Et c'est-à-dire que tous les mois, parce qu'il avait qu'une fois par mois, il pouvait prendre sa douche qu'une fois par mois. C'est les vêtements, tout ça, ses draps n'étaient pas changés. Il y avait qu'un seul surveillant qui était consciencieux et qui lui demandait il voulait laver ses draps et laver son corps. Et donc il y avait que avec celui-ci qui pouvait le faire. Parce que bien sûr il pouvait demander, mais Farid ne demande pas, il ne demande rien, il ne veut rien demander, il n'a rien à faire en prison. C'est toujours aussi clair pour lui dans sa tête. Hein. Il n'a rien à faire en prison, c'est de l'injustice, alors il ne demandera rien. Je pense que déjà, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est bombarder les juges qui ont décidé ce placement, cette prison de lettres pour témoigner de tout ça. Première chose à faire. Et puis surtout, nous qui avons manifesté beaucoup de fois dans les prisons, on avait déjà demandé par l'intermédiaire de Chloé Framery à ce que on nous accompagne devant la prison, mais personne ne nous a jamais accompagnés. Ce serait bien que des gens puissent nous accompagner quand on fait des manifestations comme ça. Par exemple, dernièrement, on a fait une manifestation directement au tribunal où le juge d'application des peines de Farid avait lieu. C'était à 2 heures de route et nous sommes allés manifester là-haut. Et maintenant, vu qu'on a l'habitude, les manifestations, c'est des choses où ça bouge avec nous maintenant. On sait qu'il y a plus de pitié pour eux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait un grand scandale dans le tribunal, en plein milieu du tribunal, où tout le monde sait. C'est même, on lance des papiers, on écrit des papiers où c'est marqué libérer Farid Amouri, et on les lance dans le tribunal, et on hurle de le libérer. La police vient. Même eux, ils sont un peu choqués, donc ils ne nous virent pas tout de suite. Pendant 10 minutes, on est encore en train de hurler, alors que la police ne nous vire pas tout de suite. Ensuite, la police vient nous virer. Mais dans tous les cas, ça fait du bruit. Et ce qu'on veut, et on le dit tout le temps, on veut parler au juge d'application des peines de Farid. Alors, la prison où il est incarcéré, c'est Joux-la-Ville, je sais pas comment ça se prononce. Il a été incarcéré depuis 1 semaine maintenant, ou même pas en fait, 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il est seulement incarcéré là-bas. Oui, on peut faire des manifestations là-bas. Mais nous sommes du département des Vosges, dans le 88. Et oui, on peut faire ça. On peut faire des manifestations. Parce que la nouvelle prison où ils ont mis maintenant Farid, elle est à 2h30 de route de chez nous maintenant. Donc c'est encore plus loin, quoi. Et puis, on a remarqué qu'à chaque fois qu'on fait des scandales à une prison, c'est là où il est déplacé dans une prison. Et je tiens également à dire qu'en plus, pour changer de prison, c'est très, très, très difficile parce qu'il y a toutes des démarches internes, administratives à faire. En plus, on sait que les prisons sont surpeuplées, donc il faut qu'il y ait de la place ailleurs. Il faut qu'il y ait une réelle motivation. Et moi, je suis choquée quand j'entends que Farid, lui, il va bientôt faire toutes les prisons de la France à ce rythme-là, quoi. Donc, je ne savais pas que c'était si difficile de changer de prison. Donc oui, c'est vrai que ça témoigne encore une fois. En tout cas, merci infiniment de votre confiance. Merci pour votre implication. Non, bravo à vous, à votre courage, à votre complicité, à votre solidarité, et puis surtout de ne pas vous taire, et puis de ne pas vous laisser intimider. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va sortir d'ici. Voilà.